Bonjour et bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire, pour vous cette semaine. À Baie-Saint-Paul, les producteurs de porc font part de leurs inquiétudes pour l'avenir de leur industrie. À Saint-Ferdinand, Alex Boissonneau annonce sa candidature à l'élection partielle dans Arthabasca. À Grande-Rivière, un documentaire présente la déconstruction comme un élément important de l'économie circulaire. À Disraeli, le journal communautaire Le Cantonnier annonce son retour grâce au soutien du programme Nouveaux Horizons. À Montjoly, des boîtes interactives pour expliquer la schizophrénie, la dépression, la bipolarité et l'anxiété. À Saint-Raymond, on participe en grand à la marche des générations. À Montmagny, la tournée des vainqueurs est de retour pour une 14e édition. À Saint-Gabriel de Brandon, on se prépare à accueillir le petit mondial de la pétanque, édition 2025. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à Lanoraie avec l'équipe de CTRB, où l'état lamentable d'une portion de la route 138 a fait réagir les maires de la MRC d'Autrey, à tel point qu'ils ont adressé une résolution spéciale au premier ministre du Québec, François Legault. Alors bonjour à tous. On dit qu'une photo vaut 1000 mots. Imaginez 2 photos. Alors vous pouvez voir en arrière de moi, la photo du bas, c'est un segment de la route 138 entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie. Alors, c'est l'état de la route actuellement, et même que la photo a été prise il y a quelque temps, la route s'est dégradée encore davantage. Et juste en haut, pris la même journée, la photo d'en haut, par rapport à celle d'en bas, c'est à peu près à 3 km, et c'était pris en même temps, là, 3 minutes d'intervalle, 3 km de distance entre les deux, et ça, c'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier, celle d'en haut. Alors, comme vous le constatez, la route 138, le chemin du Roi, la route verte, la route nationale, qui est un peu une honte nationale, on va se le dire. Mais pour en savoir davantage, je vous invite à écouter la vidéo qui va suivre. C'est une intervention que j'ai faite à la MRC d'Autrey auprès des maires. Écoutez ça. Alors, vous avez compris que c'est vraiment la portion à la fin du village, côté est de Lanoraie, jusqu'à la fin de Sainte-Geneviève-de-Berthier à l'ouest, sur le bord de l'eau. C'est supposément la route verte, mais elle n'est pas conseillée c'est pas conseillé par Vélo-Québec de prendre ce tronçon-là. Il ne faut pas passer là, en fait, en vélo, c'est extrêmement dangereux. C'est la route verte, mais c'est aussi le chemin du Roi. C'est quand même pareil. Moi, j'ai toujours entendu de la part des personnes qui interviennent sur le chemin du Roi, quand on intervient sur le chemin du Roi, on fait ça plus beau qu'ailleurs parce que c'est le chemin du Roi. Alors là, ça manque beaucoup d'amour. Mais c'est aussi une route nationale. C'est pas une route de campagne, malgré que ce ne serait pas acceptable non plus une route de campagne, mais c'est une route nationale. C'est quand même panoramique. Panoramique, absolument. C'est une route touristique très fréquentée l'été par beaucoup de cyclistes. Nous, les gens qui nous demandent, parce qu'il y a des gens qui font des expéditions en vélo, c'est que te dire, expédition pour Lanoraie. Alors, ils nous demandent s'ils peuvent passer. Et la réponse, c'est toujours oui, vous pouvez passer, mais assurez-vous d'avoir de la sécurité à l'arrière et à l'avant du groupe pour être sûr qu'il n'arrive pas d'incident. Juste faire une petite historique, là, tout petit historique. Années 60, 70, 80, c'est une route panoramique à l'époque, c'est pas si pire, il n'y a pas beaucoup de trafic. Hein? Rappelez-vous, c'était exponentiel l'augmentation du trafic, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. C'était quand même correct. Mais il faut savoir que cette portion de route-là, il y a eu du remblai pendant des décennies. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, du remblai. C'est le remblai que, lorsqu'on répare les nombreux bris d'aqueduc que nous avons sur cette portion-là, à cause, justement, quand ils ont dévié le trafic l'année passée de l'autoroute sur cette portion de route-là, ça a fragilisé l'aqueduc qui est sous l'asphalte. Il y a 16 pouces d'asphalte. Pas compliqué, il y a 16 pouces d'asphalte. Pour vous dire que ça fait des décennies, là, ils rajoutent. Le problème, c'est que le fond, l'assise n'est pas bonne, c'est pas homogène. La partie Sainte-Geneviève a été refaite milieu 90 de mémoire, au complet. Je me rappelle, à l'époque, ils ont arraché sur 2 mètres de profond, ils ont tout refait l'assise comme il faut. Elle commence à s'abîmer un peu, mais c'est quand même pas mal. Pour ce qui est le golf, elle est superbe, il n'y a pas de problème, mais c'est juste quand on se dirige vers la Lanoraie, elle commence à un peu beaucoup se dégrader.
En 99, donc il y a 26 ans, 99-2000, j'avais demandé une rencontre et la rencontre s'est tenue à Lanoret. Il y avait la Sûreté du Québec, Vélo-Québec, Tourisme Anaudière, le ministère des Transports, et j'en oublie probablement. On s'est rencontrés pour voir comment on pourrait régler la situation parce que c'était déjà un désastre à l'époque. Et on avait eu une très belle collaboration du MTQ, de tout le monde d'ailleurs, mais du MTQ qui s'était engagé à faire les plans pour recentrer la route et la corriger. Et ils ont livré la marchandise. Le plan qu'ils nous ont livré, là, il est à peu près ça d'eau, puis il ferait le tour de la pièce ici. Mais non, mais c'est extraordinaire parce qu'ils ont identifié les poteaux, les arbres, les maisons, les cabanos, tout. C'est vraiment des... Donc, ils ont fait des comment on appelle ça? Des fiches techniques. Des fiches techniques pour chaque immeuble. Il y a à peu près 190 immeubles. Et ils s'étaient engagés à faire pas des expropriations, mais du gré à gré, parce qu'en recentrant la route, des fois, ils prennent 10 cm sur 40 mètres d'une propriété pour pouvoir avoir les espaces requis. Ils ont fait du gré à gré. Ils ont une soixantaine d'acquisitions de gré à gré pour, justement, permettre que le nouveau tracé soit mis en place. Il en manque encore 120 ou 130. Mais là, il n'y a plus rien qui se passe depuis 2012. Je vous dirais, là, c'est silence radio. Il n'y a plus rien qui se passe. Et là, je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, lorsqu'ils ont détourné l'année passée la circulation de l'autoroute des véhicules lourds, mais quand on dit lourd, là, des tiges d'acier de 2 pouces d'épais chargées sur des plateformes là, doubles. Moi, j'ai vu ça, là, ils ont fait ça, ils ont passé de nuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas un sol homogène, puis il n'est pas drainé. Donc, après même l'été, la fin du printemps, l'été après le dégel, le sol est encore gorgé d'eau. Et la vibration, vu que c'est pas homogène, évidemment, ça brise le réseau d'aqueduc. On a eu 5 bris. Alors, depuis qu'on a passé, on a eu 5 bris. Alors oui, je veux bien la refaire, la route, parce que quand on a un bris, il faut couper l'asphalte. Je veux bien la refaire, là, mais ça va être long. On s'entend? Alors, ça n'a aucun sens. Alors, moi, ce que je demande à la MRC ce soir, puis en passant, je veux souligner la présence de Mme Lynne Clermont, qui est conseillère à Lanoret et qui est aussi présidente du comité de sécurité routière. Alors, c'est une préoccupation chez nous. Vous passez parfois aussi, puis les gens qui nous écoutent, vous passez tous là. Là, il faut que ça arrête, il faut corriger la situation. Alors, moi, ce que je demande au maire, c'est demandons une rencontre auprès des responsables du bureau du premier ministre. Et j'aimerais mieux qu'on remplace auprès des responsables, et non pas auprès du bureau. Auprès des responsables du bureau du premier ministre pour justement une rencontre d'urgence. Parce que là, il faut faire quelque chose maintenant, il n'est pas trop tard, au moins à très, très court terme. Refaire de l'asphalte aux endroits où il n'y en a plus. Bien, il y en a 16 pouces, il y en a encore, là, mais il y a du décalotage, il y a des trous, il n'y a pas d'accotement. Bien, il y a un accotement, mais en pierre, avec des trous aussi, bien sûr. Accotement insuffisant. Donc, c'est carrément c'est une histoire d'horreur. C'est une histoire d'horreur. Puis hier, on a eu une assemblée du conseil fort populaire à Lanoret, et M. Vincent Brouillette, qui est ici à la salle, a fait une belle intervention. Je ne pense pas être capable d'être à la hauteur de son intervention parce qu'elle était vraiment bonne. Il a vraiment décrit l'exaspération de la population. Il faut régler cette situation-là et on ne peut pas continuer comme ça. Alors donc, voilà, moi je propose que, et si jamais, j'ose espérer, on aura une réponse, mais une réponse positive de la part des responsables du bureau du premier ministre. Alors moi j'invite l'ensemble des maires de la MRC, je paye l'essence. Puis on va se rendre au Québec. On est électrique. Moi aussi, électrique, je peux faire covoiturage. Alors, on va y aller en délégation. Et je pense que il faut marquer le coup. Il faut absolument créer cette situation-là où on est vraiment oublié. On est oublié. Je le répète, c'est Chemin du Roi, c'est la route verte, c'est une route nationale, c'est une honte nationale. Effectivement. Parfaitement d'accord avec ça, c'est vraiment une honte. On va rentrer la proposition. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Alors, vous avez pu constater que les maires ont été unanimes à voter une résolution pour interpeller, non pas un ministre, quoique ce serait correct aussi, mais directement le premier ministre du Québec, M. François Legault. On veut le rencontrer et les maires sont tous prêts à aller à Québec le rencontrer pour lui faire un état de situation. Une situation qui est intolérable, inacceptable. Ça dure depuis des décennies, depuis plus de 25 ans, 30 ans. C'est assez, les gens sont exaspérés, c'est dangereux, extrêmement dangereux. Donc, on a une résolution votée par la MRC que j'ai proposée moi-même. Et cette résolution-là, dans le fond, elle dit au gouvernement, agissez en urgence devant cette situation-là. Il faut absolument corriger ce dernier segment de la route verte au Québec, un des derniers segments qui n'est pas complété et qui est extrêmement dangereux, étant donné qu'il y a beaucoup de cyclistes qui passent là
durant la saison estivale, mais c'est à l'année longue que cette route est dangereuse. Alors voilà, dès qu'on a des nouvelles, on vous le fait savoir et on espère que le gouvernement, cette fois-ci, va bouger. Merci. Mathieu Larivière de TVCO est à la rencontre organisée par les producteurs de porc de la région de Charlevoix pour sensibiliser les élus aux défis particuliers que représente la production porcine en région. La crise qui secoue la production porcine de la région de Charlevoix prend une nouvelle tournure. Alors que les éleveurs tirent la sonnette d'alarme face à une situation de plus en plus précaire, une rencontre s'est tenue entre Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et les représentants du milieu agricole. Le but de cette rencontre-là était vraiment de démystifier le coût de production des producteurs de Charlevoix pour démontrer que l'agriculture dans Charlevoix est plus dure un peu qu'ailleurs. Pas parce qu'on est moins bon, mais on a une disparité régionale, on est loin des grands centres et tout. Puis je pense que Mme Bourassa, aujourd'hui, on y a fait la démonstration, puis elle se porte volontaire. Bien, je ne veux pas parler pour toi, mais je pense qu'elle se porte volontaire pour aller porter ce message-là des producteurs aujourd'hui au gouvernement du Québec. Le président de l'Union des producteurs agricoles pour la capitale nationale Côte-Nord soutient que l'industrie agroalimentaire locale participe activement au tissu socio-économique de la région. L'agriculture de Charlevoix fait en sorte de maintenir un paysage qui fait qu'on a une industrie touristique forte et très vivante dans Charlevoix. Notre agriculture est importante, puis on est maintenant en bas de la masse critique. Il ne faut pas se le cacher, on a perdu 30 % de production porcine dans les dernières années. Puis pour nous, ça a un impact énorme. Puis là, il faut que le gouvernement maintenant nous aide à maintenir cette production-là parce que si on perd notre production porcine dans Charlevoix, on ne fera pas que perdre la production porcine de Charlevoix, on va perdre aussi d'autres productions. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important et préoccupant pour nous. L'un des facteurs à l'origine de cette crise serait les coûts élevés liés au transport des animaux et de leur nourriture. On est toujours à la charge des coûts de production. On est toujours à la charge de notre distance. Comme disait tantôt notre consultant, il faisait un bon parallèle. Il y a 10 ans, quand on regardait le coût de production pour les transports, amener des intrants, on ne voyait pas une grosse différence, puis on disait, bien, c'est peut-être pas encore ça l'enjeu. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 12 $ du cochon fini, rendu à l'abattoir, de différence entre le coût de production provincial. Quand on dit coût de production provincial, là, c'est l'ensemble des fermes du Québec. Nous, là, on est encore 12 $ en bas de ce coût de production-là parce que ça nous coûte plus cher de produire. Emmener une vanne de maïs, on est dans une région où il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soya. C'est 400 kilos d'aliments pour produire un cochon. Fait que tous ces aliments-là doivent être transportés. On ne le produit pas en région. On doit aller porter ces cochons-là. Avant ça, on allait porter les cochons en Beauce. Maintenant, on va porter ces cochons-là quasiment dans la région de Montréal. On parle de Yamachiche, on parle de Saint-Esprit. Fait qu'on éloigne le transport. On est toujours confronté à l'éloignement de tout. Un producteur de la Malbaie évoque les baisses qu'a connues la région au cours des dernières années. Dans la région de Charlevoix, c'est une baisse de 30 %. C'est-à-dire qu'il se finissait 92 000 porcs par année dans Charlevoix en 2022. En 2025, ça va être 60 000. Fait que c'est une perte de 30 % du volume. C'est pas des gros volumes par rapport au niveau provincial, mais pour la région ici, c'est très important. Ce qui fait en sorte qu'on perd les masses critiques, puis on va perdre les services, puis on sera plus capable d'opérer. Ceux qui restent vont tomber par la suite parce qu'ils seront plus capables d'opérer puis qu'ils n'auront plus de services pour maintenir la production. Ce même éleveur n'est pas rassuré pour la production régionale dans les années à venir. L'inquiétude, présentement, c'est ça, c'est l'avenir, où est-ce que c'est qu'on s'en va. Vous savez, avec ce qui se passe avec les États-Unis présentement, là, on annonce au niveau provincial qu'il y a énormément d'incertitudes. Puis ça crée des retards d'investissement, de records. Mais l'incertitude en agriculture, quand c'est une relève qui décide de ne plus venir en agriculture, c'est pas 3-4 années qu'on retarde d'investissement, c'est les 40 prochaines années qu'on repousse. Puis quand une relève disparaît, elle ne revient pas. Les régions périphériques comme la nôtre ne couvrent pas notre coût de production. Monsieur Pilote tient toutefois à apporter certaines nuances. Notre production se porte bien. Nos finances, c'est un peu plus difficile, mais notre production se porte très bien. On est parmi les plus productifs de la région, de la province. On a des producteurs qui font partie des 25 % mais les plus productifs.
de la province. Par contre, on a des coûts plus importants, puis il faut qu'ils soient reconnus. J'aurais jamais pensé être aussi fier d'être le président de la Fédération de capitales nationales Côte-Nord qu'aujourd'hui, parce que vous avez répondu présent et je suis fier de vous. L'Union des producteurs agricoles du Québec a formulé des demandes précises pour améliorer les conditions de production dans Charlevoix, comme une réforme du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, communément appelé l'ASRA. Nous, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on parle d'une agri-région. Quand on fait les calculs de coûts de production, on ne veut pas être géré. Nous, on demande de ne plus être géré sur un coût provincial. On veut qu'on prenne en compte vraiment la réalité d'un coût de production régional. On fait partie du Québec. Le Québec, on le sait, dans peu importe le ministère, dans les façons qu'on calcule, nous, on n'est pas dans le mur à mur, mais on est dans provincialement. C'est toujours un coût provincial. Je pense que l'agriculture, présentement, ne peut plus se permettre ça. Et on en a quelques pistes de solutions. Comme je vous dis, on parle des agri-régions, un calcul différent en fonction des régions périphériques versus les régions centres. Mais ça, nous, on peut faire des suggestions, mais il faut que le gouvernement démontre une ouverture à vouloir changer ou améliorer des choses. Durant le printemps 2024, une centaine d'agriculteurs de la région ont manifesté dans les rues de la Malbaie pour témoigner de leurs conditions de production qui se dégradaient. À savoir si le message risque d'être plus entendu cette année dans les coulisses de l'Assemblée nationale, la députée Bourassa indique qu'elle se fera un devoir de poursuivre la sensibilisation de ses collègues et du ministre de l'Agriculture du Québec, M. André Lamontagne. Premièrement, on s'est parlé, il y avait un problème de communication. Peut-être que j'avais mal expliqué là, tout ce que je faisais en coulisses ou ce que j'apportais comme question à l'Assemblée nationale, les revendications. Donc, il y avait du travail qui avait été fait. Peut-être que ça n'avait pas redescendu de leur côté, donc ils n'étaient pas informés. Mais oui, assurément, avec ce qui s'est passé l'année passée, j'ai écouté les producteurs, puis j'ai sorti justement lors de notre rencontre tous les dossiers de producteurs que j'ai aidés, soit des producteurs laitiers, des producteurs de pommes, des producteurs de petits fruits. Tu sais, avec l'île d'Orléans, avec Charlevoix, c'est énormément de fermes qu'il y a sur notre territoire. Fait que oui, on aide les producteurs au cas par cas, mais là, on a décidé de prendre le gros dossier des producteurs de porc et l'inégalité qu'il y a dans Charlevoix. Puis moi, oui, en étant députée de Charlevoix, bien, je vais aller prendre cette information-là, puis je vais sensibiliser mes collègues. Puis aussi, il y a tout l'aspect, puis on en a parlé, des conséquences pour la région au complet. Si les producteurs sont pas là pour occuper le territoire, bien, c'est des gens qui vont peut-être aller vers les grands centres, c'est des gens qui habiteront pas dans nos régions, c'est des écoles qui vont fermer, c'est des épiceries qu'on pourra pas maintenir en vie. C'est tout ça qu'il faut comprendre. L'agriculture, ça occupe le territoire, ça nourrit nos régions, puis il faut les garder chez nous. L'UPA de la capitale nationale Côte-Nord compte 7 syndicats agricoles locaux, dont ceux de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, et regroupe 1120 producteurs sur l'ensemble de son territoire. C'est accompagné de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, que l'ex-animateur de radio Alex Boissonneau s'est rendu à Saint-Ferdinand pour annoncer sa candidature dans le cadre de l'élection partielle dans le comté d'Arthabasca. L'équipe de la Télévision des Érables était sur place. Je suis heureux d'être ici pour la première fois de ma vie, ce matin, pour présenter la personne qui sera notre candidat à l'investiture dans la circonscription d'Arthabasca, Alex Boissonneau. À ce stade-ci de notre histoire, si on ne ramène pas une gestion plus saine des finances publiques, si on ne met pas fin à des chèques à des multinationales pendant qu'on n'encourage pas nos PME ici dans Arthabasca, si on n'a pas un plan pour ramener les seuils d'immigration à un niveau où est-ce que le logement est disponible, où est-ce qu'on est capable de franciser, si on ne soutient pas nos agriculteurs, il va vous faire l'inventaire de ce qu'il m'a livré comme préoccupation. Puis il m'a posé la question, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un de centre-droit? Et je réitère ce que j'ai dit lorsque j'étais en campagne pour devenir chef il y a maintenant 5 ans, parce que ça va faire bientôt 5 ans que je suis chef du Parti québécois. On est une coalition de gens à droite et à gauche. Et évidemment, on tend la main à tous ceux qui ont le cœur à bonne place et qui veulent faire passer les intérêts du Québec avant toute chose. Là, je me suis dit, il y a une formation, le Parti québécois, qui accueille des gens comme moi. Des gens qui croient qu'en ce moment, le contrat social au Québec est remis en question. On paie le quart de notre rémunération, de notre salaire en impôts. Parfois plus, qu'on a de la misère à avoir un médecin.
On paie des montants assez incroyables. Écoutez, il y a un fardeau quand même qui est important pour les contribuables. C'est correct si on offre des services en échange. Pas moyen d'avoir une place en garderie. Ce genre d'enjeux-là m'ont interpellé. Puis il y en a d'autres pour la région, puis je vais y revenir. Mais j'ai senti qu'à l'intérieur du Parti québécois, il y avait, comme le disait Paul, cet esprit de coalition où des gens qui, comme moi, se sentent pour toutes sortes de raisons. Puis là, il faut comprendre aussi, quand on parle gauche-droite, il y a une remise en question de ces référents-là partout en Occident. Mais pour un gars comme moi qui aujourd'hui définit plus de centre-droit, il y a une place. Comme il y a une place pour les gens de gauche aussi au Parti québécois. Des gens qui disent qu'il faut un État plus efficace, puis qu'il faut en donner plus aux citoyens pour ce qu'ils payent. Pour la question aussi de la proposition centrale du Parti québécois, de la souveraineté du Québec, c'est évidemment quelque chose qui m'interpelle aussi parce que moi, au cœur de ma proposition, j'estime que les Québécois peuvent être plus riches individuellement et collectivement, puis que comme n'importe quel autre peuple, ils doivent pouvoir assumer librement leur destin. C'est aux Québécois de choisir, évidemment, mais j'ai toujours respecté la cohérence de Paul, de mon chef là-dessus, que de dire c'est ça qu'on présente à la population. Puis c'est un beau projet. Puis on va en parler, puis on va l'assumer. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Sur ce que j'ai comme proposition pour la région, ce qui m'interpelle ici, bon, moi je pense que l'État doit être plus efficace. Je pense que les contribuables doivent en avoir davantage pour leur argent. On est dans un coin ici où il y a des entrepreneurs qui ont de la difficulté à arriver. Ici, là, c'est une région où les gens travaillent fort. Les gens veulent pouvoir faire fructifier leur avoir, fructifier leur entreprise, puis ils aimeraient ça que l'État leur donne un coup de main. Moi, de voir un gouvernement qui a amené le Québec là où il l'a amené, décoter le Québec, c'est pas arrivé depuis 1993, nous amener un déficit proprement scandaleux. On n'a jamais vu ça non plus. Alors qu'on donne des millions à des entreprises multinationales, je veux que cet argent-là se retrouve dans notre coin de pays. Parce que c'est ce coin de pays-là, c'est notre monde que je veux mettre en avant de notre politique. Puis le Parti québécois a des propositions sérieuses par rapport à ça. Je pense aux agriculteurs. Les agriculteurs dans le coin, moi j'ai travaillé, j'ai ramassé de la roche. Chez Mme Fréchette quand j'étais jeune. Il y en a de la roche ici. Hein, puis les agriculteurs, ils savent, là, qui sont là. J'en ai ramassé. Il y a une détresse qui se vit à un moment donné chez les agriculteurs. J'en ai parlé aussi à mon émission. C'est pas facile. Ils ont l'impression d'être tout seuls à tel point qu'il y en a qui vivent une détresse psychologique. Il faut que l'État soit là pour les accompagner. On est dans un monde d'entreprise, un monde de PME. Les gens prennent beaucoup d'initiatives, puis il faut que le gouvernement soit là. Je pense à l'immigration aussi. L'immigration est nécessaire, mais il faut qu'elle soit bien faite. En ce moment, les seuils sont beaucoup trop élevés. Je suis d'accord avec la proposition du Parti québécois là-dessus. Il faut que la personne immigrante, puis on se rappelle toujours que c'est une personne qui vit souvent une tragédie, puis qui a un visage devant cette personne-là, que cette personne-là soit bien accueillie, qu'elle ait accès à des services, qu'elle ait un emploi, que la communauté aussi soit bien servie là-dedans. Et c'est la proposition du Parti québécois. Je pense aux jeunes dans la région qui sont plus capables de se loger. Moi, là, si vous avez une propriété à vendre sur le bord du lac, là, hein, si, c'est beau, hein? C'est beau ce qu'on a derrière. J'ai grandi sur le bord du lac. Je suis pas sûr que je pourrais me payer ça aujourd'hui, là. Les prix ont explosé. C'est pour tous les logements, toutes les propriétés. La jeunesse n'arrive plus à s'en sortir là-dessus. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est un des pires échecs générationnels que de ne pas permettre aux jeunes d'avoir accès à la propriété. Voyez-vous, ça, c'est le genre de propositions qui m'ont interpellé au parti puis que je veux proposer aux gens d'ici. Je veux leur proposer quelque chose de sérieux, des propositions qui sont solides. Puis le Parti québécois a cette crédibilité-là, a ce sérieux, a cette audace aussi. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie vient de produire un documentaire qui s'appelle « Déconstruire ». Et Valérie Pinault, de Téléval, nous explique que ce documentaire porte sur une forme d'économie circulaire qui intéresse de plus en plus les promoteurs. Nathalie, dans le cadre du Jour de la Terre, vous avez sorti un documentaire. Oui, c'est un documentaire sur la déconstruction. Donc, en 2023, on avait réalisé un projet pilote. On avait eu de bons résultats. Il y a d'autres donneurs d'ouvrages qui ont été interpellés, qui nous ont demandé de les accompagner. Et là, on continuait de cheminer dans notre tête en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Et on s'est dit, un documentaire, ça pourrait être intéressant. On a eu une opportunité. Il y avait un bâtiment qui allait se déconstruire
à Gaspé. Et on s'est dit, wow, beau site pour tourner des images. On avait déjà travaillé avec Lucille de production Lucas Productions. Alors, c'est comme si les astres étaient alignés. On a tourné ce documentaire-là qui mettait justement en perspective l'intérêt de choisir cette avenue-là comme moyen de gestion au lieu de la démolition. Donc, on voulait interpeller, mais de sentiments. On voulait aller chercher un petit peu le senti ou l'émotion chez les donneurs d'ouvrages ou chez les entrepreneurs. Donc, un documentaire, 10 minutes, ça met la table et franchement, c'est une très belle facture. Là, je vous invite vraiment à aller le voir. Là. Sur notre site Internet, il y a la page Déconstruire. À un moment donné, tu as une ligne avec déconstruire, là, des petites cases bleues. Tu cliques là-dessus, tu tombes sur la page de déconstruction. Il y a de l'information. On a beaucoup de partenaires financiers dans ce projet-là. C'est comme si on avait rassemblé l'intérêt du milieu, les SADC de Gaspé, de Rocher-Percé, MRC Côte de Gaspé, MRC Rocher-Percé, Recyc Québec aussi, qui est interpellé par la gestion des matières résiduelles. On a eu la collaboration donc de l'entrepreneur à Gaspé, Rénovation, CM. On a eu ensuite aussi Gestion Bourgade, bien sûr. Alors, quand tu mets tous ces gens-là ensemble, avec la collaboration aussi du CERIEC, qui est un laboratoire de réflexion au Québec sur l'économie circulaire dans le milieu de la construction, il y avait comme un bon momentum. Puis ça a donné un résultat intéressant. Puis pour les entrepreneurs ou les donneurs d'ouvrages, ils vont visionner ça puis ils vont dire « Ah tiens, oui, j'ai envie d'aller plus loin. » Et là, ils vont se rendre sur notre page, sur notre site web, puis il y a une boîte à outils et là, ils vont pouvoir se mettre les pieds dans l'action. Croyez-vous que votre documentaire va faire des petits bébés partout de projets de déconstruction ailleurs? Bien oui, on a reçu beaucoup de commentaires d'ailleurs très positifs. C'est des gens qui... Le mot « inspirant » est revenu très souvent. C'est inspirant. Alors, c'est ce qu'on voulait. Oui, le projet qu'on avait réalisé en 2023 avec la Ville de Grande-Rivière puis la Ville de Chandler, c'était bien les entrepreneurs du coin qui avaient participé à ça, comme MFT puis du Guy Sanitaire. Ben, c'était intéressant parce qu'ils pouvaient tester la chose sur le terrain. On avait eu des petits résultats, mais c'était à notre échelle. Là, ce qu'on voulait, c'était monter une marche puis envoyer un signal un petit peu plus provincial, si on veut. Et puis ça a fonctionné parce qu'on a fait une diffusion à Montréal dans le cadre du sommet sur l'économie circulaire. Il y a eu une diffusion au festival Vue sur mer à Gaspé. Puis on a senti là, qu'il y avait quelque chose, là, que le documentaire interpellait des gens. Donc, maintenant, il reste à tout le monde, en fait, d'aller le visionner. Là, c'est ce qu'on veut, qu'un maximum de personnes aillent le visionner. Oui, mais combien ça vous a apporté comme de réemploi des matériaux de vos projets de déconstruction? Bien, quand on a réalisé le projet en 2023, c'était 70 %. C'est-à-dire qu'on avait 2 sites. On avait un site à Chandler, qui est un vieux bâtiment qui avait été abandonné longtemps, puis on a réussi à réemployer 4 %. Le site de Grande-Rivière, des bâtiments de bois, de la tôle, c'était vraiment propice, 70 % de réemploi. Le réemploi, c'était vraiment les citoyens qui viennent acheter les matériaux à 50 % de la valeur du marché. C'était parfait. Alors, et ce qu'on souhaitait démontrer par le documentaire, c'est... puis aussi, quand je fais des interventions auprès des autres promoteurs, je dis souvent... 70 %, tu n'es pas obligé de toujours rechercher 70 %. 4 %, c'est déjà bien. 4 % c'est moins que... C'est mieux que 0, c'est ça. Alors, il ne faut pas se décourager par un petit pourcentage ou un gros, ou absolument viser le grand pourcentage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut changer notre façon de faire. Et la démolition n'a plus sa place, c'est ce qu'on dit dans le documentaire, mais puis on n'a pas le choix de basculer vers des nouvelles pratiques, de penser en économie circulaire, parce que l'économie linéaire, on ne peut plus la soutenir. C'est-à-dire que le monde, la Terre ne peut plus nous fournir tous les matériaux qu'on utilise actuellement et qu'on consomme. Alors, l'économie circulaire, c'est vraiment d'avoir en tête
dans un premier temps, est-ce que je peux réemployer, est-ce que je peux prolonger la durée de vie? Et ben c'est ça, il met la table à ça, en fait. Il va chercher un petit peu le fil du cœur, puis de dire, ah tiens, peut-être que ça pourrait t'intéresser, cette approche-là. Puis c'est ça, de mettre un pied dedans et de complètement changer notre pratique au niveau de la gestion des chantiers de construction. Oui, puis dans le fond, de réaliser que le jour de la Terre soit à tous les jours. C'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Puis le documentaire, on cible une portion importante de la gestion des matières résiduelles parce que les matériaux de construction, rénovation, démolition, puis tout ce qui transite par les écocentres, c'est bien acheminer les matières aux écocentres, mais ça représente 30 quelques % là, de ce qu'on génère comme matière résiduelle. C'est énorme comme quantité. Et puis, quand vous vous rendez dans un écocentre, puis vous voyez cette montagne de bois-là, ça n'a juste comme pas de bon sens. Moi, la première chose que je me dis tout le temps, c'est, bon, du coup, on est riche, de jeter à ce point-là. Alors, c'est ça, ça initie une réflexion, puis ça inspire. C'est à ça que sert un documentaire pour ma part. Geneviève Cyr de la télévision régionale des Appalaches nous apprend que le journal Le Cantonnier est de retour après 9 mois d'absence grâce au soutien du programme Nouveaux Horizons qui apprendra à des retraités le métier de journaliste. Bien, aujourd'hui, on se trouve à Disraeli, en fait, pour souligner un événement merveilleux. Donc, c'est une annonce pour le journal communautaire Le Cantonnier. Je suis avec la présidente, Mme Veilleux, et le député de Mégantic-Lérable-Lobinière, M. Luc Berthold, qui a été nouvellement réélu. Donc, merci de nous accorder cette entrevue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que Le Cantonnier? Parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'est-ce que le journal Le Cantonnier. Okay. Oui, bien bonjour. Le journal communautaire Le Cantonnier, c'est un journal qui a 25 ans cette année, qui est distribué dans 10 municipalités par la Poste, puis dans 3 autres municipalités par point de dépôt, puis ça va de Coleraine, aller à Lambton, en passant par Stratford, Beaulac-Garbey, Wheaton. Donc, c'est ça, à peu près le territoire. C'est un mensuel qui est distribué gratuitement. Puis là, vous venez tout juste de relancer ce journal-là. Oui, l'année passée, en novembre, on a cessé la production, c'est-à-dire en 2023, en novembre 2023, on a cessé la production. Puis on a prolongé jusqu'en février, mais en février, ça a été le dernier numéro, février 2024. On a arrêté 9 mois, le temps de repenser à notre organisation. On ne voulait pas vider les coffres, on voulait repartir sur des nouvelles bases. Puis on a élaboré un plan de relance, puis en novembre dernier, on revenait. Puis là, aujourd'hui, c'est une belle annonce grâce à un programme là, du fédéral. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de ce que vous nous annoncez? Oui, avec plaisir. Donc, alors qu'on élaborait notre plan de relance, il y avait un appel de projet pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On a décidé de déposer un projet. L'idée, c'était de recruter des journalistes bénévoles de 55 ans et plus, des aînés, qu'on allait former pour qu'ils deviennent des journalistes qui couvrent les événements de la région. Puis on voulait qu'ils deviennent des membres à part entière de l'équipe du cantonnier. On s'était rendu compte avec les années que les gens, ils s'improvisent pas journalistes. Ils veulent avoir de la formation. Donc, avec les 10 000 qu'on a reçus, on va les former à l'écriture, à la photographie, à l'élaboration, je sais pas comment on dit ça, de balado, à la création de balado. Et tout ça, mettons, pour qu'il va cumuler vers une date en novembre prochain où on aura une page spéciale dédiée à cette escouade journalistique-là. Puis vous, M. Berthold, je vous connais depuis quand même quelques années. Je sais que le programme Nouveaux Horizons est un de vos programmes chouchous. Oui, parce que ça aide beaucoup les communautés directement. Ça aide les cercles de fermières, les clubs d'âge d'or, le journal Le Cantonnier. Quel beau projet. C'est une initiative que je n'avais jamais vue encore, une initiative comme celle du Cantonnier. Écoutez, on va former des gens à informer les gens de chez nous. Donc, l'information locale par des gens locaux. Ça, je pense que c'est le plus beau succès, le plus bel exemple et le plus beau gage de succès pour le Cantonnier, pour la relance du Cantonnier. Je tiens à féliciter d'ailleurs tous les bénévoles, le conseil d'administration, tous ceux et celles qui ont travaillé très, très fort pour garder le Cantonnier bien vivant. Puis je leur souhaite longue vie. Puis j'espère que ce petit 10 000-là, qui fait toute une différence pour peut-être avoir beaucoup de rédacteurs au cours des prochains mois, bien, va permettre au Cantonnier de durer encore longtemps, puis d'être présent dans chacune des municipalités qu'il dessert.
Puis pour ceux qui ont un intérêt, qui souhaitent donner leur nom, comment on procède? On peut téléphoner au cantonnier au 418-449-1888. On peut écrire sur notre adresse courriel lecantonnier@lino.com. C'est ça. Et venir ici au CERD. On est souvent ici quand même, au CERD à Disraeli, sur la rue Saint-Antoine. Donc, c'est une invitation, puis je vous souhaite d'avoir tellement de candidats que vous allez être obligés d'en choisir. Ah oui, mon Dieu, merci, c'est gentil. Pour mieux comprendre les personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale et lutter contre les préjugés, la Maison des Tournesols propose une expérience interactive à Montjoly. Un reportage de Marc Després de la télévision de la Métis. Alors, on se trouve à la fête des générations ici, à l'amphithéâtre des Jardins de Montjoly. Et bon, il y a une activité particulière. Il y a certaines boîtes juste derrière vous. Oui, en effet, c'est les box d'épicentre. C'est des box qui aident la population à comprendre ce que vivent les personnes qui sont aux prises avec soit la schizophrénie, la dépression, la bipolarité ou l'anxiété. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé d'accueillir cette activité-là ici à Montjoly? Je pense que c'est surtout une idée de la ville de Montjoly ainsi que les éclaireurs qui ont pensé offrir à la population métisienne la chance de pouvoir se mettre dans la peau des personnes qui vivent avec une problématique pour mieux les comprendre et ainsi aider à surmonter ces difficultés. Oui, surmonter les difficultés puis aussi abolir les préjugés. À ce moment-là, je pense que c'est même la première fois que ça sort de Montréal. C'est la première fois qu'ils osent sortir le box de Montréal. On est la première région qui a la chance d'accueillir ces box-là. Et bon, le fait que la Maison des Tournesols s'occupe justement de gérer cette activité-là aujourd'hui, c'est que, bon, vous êtes un organisme là, qui travaille en santé mentale. Exactement. C'est nous, l'organisme de la Métis, qui est dédié pour la santé mentale. Et qu'est-ce que ça fait d'accueillir une telle activité ici à Montjoly? Bien, c'est quand même gros, puis c'est le fun. On est heureux, on est vraiment très fiers qu'on ait la chance de pouvoir accueillir ces merveilleuses choses. Et à ce moment-là, comment ça se passe, grosso modo? Donc, ce sont des box, on entre dedans? C'est ça, c'est que les gens sont invités à rentrer dans les box, ils se mettent des écouteurs, ils peuvent sortir en tout temps, il n'y a aucun danger, là. Ils peuvent sortir en tout temps. Ils se mettent des écouteurs et, comme si on prend un exemple, celle de la schizophrénie, il y a un écran devant toi et ils écoutent ce que la personne dit à l'écran, mais ils entendent aussi des voix pas toujours positives, là, puis des voix négatives, puis il faut qu'ils essaient de se concentrer sur ce qu'ils lisent à l'écran. Fait que ça met vraiment un peu dans la peau des personnes qui vivent avec des entendeurs de voix. Et donc, ceci, c'est le son en particulier. Un autre, je pense que c'est comme des espèces, un gros sac qu'on se met sur les épaules. Oui, c'est une veste lestée. C'est pour la dépression. C'est une veste lestée que tu as et le banc se cante à un moment donné. Fait que pour sentir toute la lourdeur quand tu vis de l'anxiété. Puis encore là, c'est avec un casque, puis tu écoutes ce qui se dit. Et dans un autre cas, à ce moment-là, donc, c'est comme un banc particulier. Oui, c'est un banc particulier où on entend comme la vibration, comme ton cœur qui bat. Fait que encore là, il te pose des questions, puis là, tu entends toutes des voix, puis tu sens que l'anxiété monte en toi. Fait que c'est vraiment très, très bien fait. Est-ce que les gens sont gênés donc, de tester, de vivre l'expérience? Il y a des gens qui n'osent pas aller aux 4. Okay. Il y en a certaines qui peuvent faire plus peur que d'autres. Okay. Mais il y en a d'autres, par contre, qui vont vouloir faire les 4. Vouloir comprendre et voir c'est quoi la différence et essayer de mieux comprendre aussi, des fois, quelqu'un de leur entourage. Donc, c'est de faire vivre des simulations, en quelque sorte, de situations. Oui, des simulations, mais des simulations vraiment légères. Et à ce moment-là, donc, est-ce que les gens sont majoritairement prêts à quand même faire chaque bois? La plupart, oui. La plupart, oui. Ils sont prêts et ils ressortent de là, puis là, ils ont des questions à poser. Donc, juste pour ça, c'est intéressant d'avoir une telle activité ici. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Oui. Et c'est ça, donc vous, à ce moment-là, donc vous
vous donnez des conseils par la suite, vous référez. Qu'est-ce qui arrive quand on fait les étapes? Bien, premièrement, on les explique qu'est-ce qui va arriver. Puis on les rassure également, les dire qu'ils peuvent arrêter en tout temps, qu'ils peuvent sortir en tout temps, qu'il n'y a aucun danger, qu'ils n'attraperont pas la maladie non plus parce qu'ils ont participé au box. Et par la suite, on les explique le pourquoi de la chose. Et pour la Maison des tournesols, bon, c'est un outil bon, qui vaut la peine d'être quand même testé actuellement. Quand même, oui. Parce que c'est sûr que la Maison de tournesol, elle, n'aurait pas pu s'offrir une telle activité. Donc, c'est grâce aux éclaireurs si on a la chance, justement, d'avoir ça chez nous aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est quand même onéreux. Et pour vous, à ce moment-là, bon, une fois que les gens ont vécu cette expérience-là, quel genre d'aide vous pouvez apporter à ces gens-là? On peut surtout les aider à mieux comprendre ce que vivent les personnes. On lui dit, là, vous l'avez vécu pendant 10 minutes. Imaginez quand vous le vivez à journée longue, pour aider à développer l'empathie face aux personnes qui ont la problématique. Parce que, bon, les gens parfois savent qu'ils ont peut-être certaines problématiques, mais sont gênés en quelque sorte de consulter. Il y en a que oui, puis il y en a qui vont mieux aussi dire « Ah ouais, bien, comme ça, c'est normal que je ressentais telle chose ou telle... » Oui, tout à fait. Donc, les gens se sentent parfois anormal, entre guillemets. Ils se demandent si des fois ils sont seuls là-dedans. Oui. Donc, si on a besoin d'aide en cours de route, bon, on n'a pas vécu peut-être l'expérience, mais on a des doutes qu'on souffre peut-être de l'une de ces... je sais pas si on appelle ça des maladies. Une problématique. Problématique, OK. Donc, si on vit une de ces problématiques-là, donc ça vaut la peine de consulter, là, parce qu'il y a de l'aide qu'on peut avoir en région. Oui, il y a de l'aide. Puis vous pouvez venir aussi à la Maison des tournesols si vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous voulez avoir plus de documentation, vous pouvez venir nous voir à la Maison des tournesols sans problème, au 141 Avenue de la Gare à Mont-Joli. Bon, on sait que les éclaireurs, il y en existe quand même beaucoup au Québec. Donc, s'il y a un organisme qui aimerait ça, éventuellement recevoir ces fameuses boîtes-là, ces box-là, donc on leur suggère de faire une demande vers les éclaireurs? Oui, on peut essayer, mais c'est mieux d'essayer de se regrouper à plusieurs. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Mais comme on dit, ça vaut quand même l'investissement. Tout à fait. Oui. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. « Il faut toute une communauté pour faire grandir un enfant » était le slogan de la première marche des générations qui s'est déroulée le 8 mai dernier à Saint-Raymond et Danique Julien de CJSR y était. Ici Danique Julien, journaliste présentement avec Arroi BJ de la table 0-5 ans pour parler de la marche des générations. C'est aujourd'hui un succès en ce moment parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont déplacées. Comment vous voyez ça, l'événement? On est vraiment content d'avoir ce monde-là, puis on voit ça, c'est un vrai succès, puis toute la collaboration de partenaires qui sont impliqués, ça c'est le fruit de la collaboration, c'est sûr. Ça amène que c'est un succès aujourd'hui, puis les gens qui sont mobilisés pour venir et participer à notre événement, c'est vraiment magnifique. Et justement, vous avez beaucoup de partenaires aujourd'hui qui rendent l'événement possible. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, nos partenaires, c'est la Ville de Saint-Raymond, le Camp Portneuf, la table de concertation des aînés, le Bejot et Placotine, les producteurs de lait de Québec, les producteurs de pommes de Québec, la Merci de Portneuf, Cinéma Alouette, le Cercle de fermiers de Saint-Basile, le Club des Lions de Saint-Raymond, la Licorne, Clinique Santé Active, Kinéforme, puis Manon Labrie. C'est tous des partenaires. Grâce à eux, cet événement a eu lieu, le fruit de leur travail. Vous m'avez remis votre calendrier d'événements parce que la table 0-5 ans se promène un peu partout dans le comté pour faire des événements pour justement activer les familles. Oui, en fait, nous, on fait des événements. L'unité mobile, ça promène depuis 14 ans. Oui. Puis depuis 2 ans, on se promène à l'année, puis nous, on offre des activités à proximité. Fait qu'on se promène l'été à 13 à 14 municipalités de la région de Portneuf, puis à l'année, on se promène dans 7 municipalités. À le reste de l'année, on se promène dans 7 municipalités. Puis dans le but d'offrir des activités familiales, d'outiller les parents aussi, de faire en sorte que les parents socialisent entre eux aussi,
puis qu'on soit à proximité de eux au lieu qu'eux se déplacent vers les événements. C'est pour ça qu'on se promène partout. Puis c'est sûr que l'événement, le TAP 05 ans, c'est une partenaire, mais cette année, l'avènement, la parade de Possède, c'était anciennement juste pour les familles, mais cette année, on a ouvert cet événement à tout le monde. C'est pour ça qu'elle s'appelle la marche de génération. Il y aura des personnes de tous âges, de toutes origines. Et on voit justement le succès. Bon, la marche commence dans quelques minutes. Oui. Je vais vous laisser retourner à l'organisation. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Le 16 août prochain, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny propose la 14e édition de la Tournée des vainqueurs et Mario Lacombe de CEMA TV nous explique comment y participer. Sous le thème « Sur la piste pour la 14e édition de la Tournée des vainqueurs », la directrice de la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny nous dévoilait les grandes lignes de cette activité pour 2025. Annick Bélanger, directrice Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. D'informer les gens de notre partenaire officiel cette année qui est Uniprix Daniel Lachance. Puis c'est aussi de faire connaître la date, qui est le 16 août. Puis c'est d'inviter, c'était aussi de faire connaître tous les trajets pour inviter les gens à participer puis à venir en grand nombre parce que, oui, vous pouvez participer, mais vous pouvez venir juste encourager aussi les gens. Là. Tout le monde est bienvenu cette journée-là. L'événement se déroulera encore cette année à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot dans un cadre sécuritaire et festif, tant pour les départs que les arrivées. Les personnes intéressées à participer à cet événement sportif peuvent le faire dès maintenant en visitant le www.tourneedesvainqueurs.com. À ce sujet, à nouveau, Mme Annick Bélanger. Dans le fond, il y a une inscription à payer qui est tout dépendant, le 60 pour le vélo, la marche à course, c'est 20. Puis après ça, ils sont libres de ramasser des dons ou d'être commandités par des entreprises ou de payer eux-mêmes le montant. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais oui, chaque participant doit apporter un certain montant selon le volet qu'il fait. Cette année, le comité organisateur de la Tournée des vainqueurs souhaite amasser 55 000 $, tout comme l'an dernier, un objectif qui avait fièrement été atteint par la Fondation en 2024. Rappelons que les fonds amassés dans le cadre de la Tournée des vainqueurs sont destinés à l'amélioration des soins à l'hôpital de Montmagny. À nouveau, Mme Bélanger. La Fondation, c'est vraiment de ramasser des sous pour acheter de l'équipement de qualité pour l'hôpital de Montmagny. C'est grâce à ces activités de financement-là qu'on a un hôpital qui est à la fine pointe de la technologie puis que les gens peuvent se faire soigner dans la région, qui ne sont pas obligés d'aller ailleurs. En terminant, Mme Bélanger nous redit les façons dont on peut s'inscrire pour participer au tournoi des vainqueurs et nous rappelle une autre activité importante qui se déroulera au mois de juin au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Dans le fond, c'est le site Internet qui est www.tourneedesvainqueurs.com. Quand vous allez là-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire selon le volet que vous choisissez. Ça vous permet d'avoir une photo de vous. Ça permet de voir votre profil puis voir les montants que vous avez amassés aussi. Fait que vous pouvez vous donner un objectif. L'objectif de base pour vélo, c'est 160, mais vous pouvez vous donner un objectif de 500, de 100, de 200. Les gens sont vraiment à l'aise de choisir ce qu'ils veulent. Puis ça vous permet justement de voir qui a donné puis à combien vous êtes rendu. Puis nous, le montant global s'additionne au début du site. Fait que quand vous arrivez sur le site, vous voyez à combien qu'on est rendu déjà sur notre objectif de 55 000. L'activité, c'est le 16 août. Dans le fond, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute. C'est juste que le volet vélo, vous avez un maillot là, avec le commanditaire principal. Ça, il y a une date limite qui est habituellement qui est autour du début juin parce que nous autres, il faut les commander. Fait qu'on est obligé de respecter ça. Mais pour la marche, la course, vous pouvez arriver même la veille puis vous inscrire, il n'y a aucun problème. Le vélo, on se demande peut-être une semaine avant parce qu'il y a quand même une gestion de peloton à faire puis de sécurité. Là. Mais le reste, sinon, vous pouvez à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, vous pouvez venir. Mario Lacombe à Montmagny pour CEMA TV. Information. Le plus gros tournoi de pétanque du Québec, qui regroupe plus d'une centaine d'équipes venant du Québec, du Canada et même de l'étranger, aura lieu du 16 au 17 août prochain à Saint-Gabriel de Brandon et Danny Bérubé de CTB-TV a rencontré les organisateurs. C'est en pleine pratique que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Étienne Bertrand, responsable de l'organisation du Petit Mondial de pétanque qui aura lieu cet été à Saint-Gabriel de Brandon dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la municipalité. Étienne Bertrand, bonjour.
Rebonjour, rebonjour. Effectivement, bonjour, on se voit à l'occasion. Étienne, qui est professeur à l'école de Boulliste, qui est déménagé à Berthierville, il faut le dire, ça, hein? Oui, c'est ça. On a déménagé. La session commence le 6 mai et la semaine prochaine, c'est les premières inscriptions à Berthierville. Berthierville nous accueille avec 25 terrains de pétanque. Wow! Ça, c'est... Vous êtes parti de Saint-Cuthbert pour aller à Berthier maintenant, hein? Oui, c'est ça, parce que notre notoriété a grossi et on manquait d'espace parce qu'on commence à avoir beaucoup de membres. Cette année, on attend plus de 80 membres à Berthierville, là. Si on est aujourd'hui ici, Étienne, c'est qu'on veut parler du petit mondial qui s'en vient très, très, très bientôt. Parle-nous-en de ce tournoi-là qui s'en vient. Donc, le petit mondial, nous sommes rendus à notre 3e édition. Et cette année, grâce à la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui nous fournit le boulodrome, les terrains, pour pouvoir organiser le plus gros tournoi de la province du Québec. Donc, c'est la 3e année cette année. Oui, la 3e année. Et puis, on est chanceux. On a des partenaires fidèles comme l'Hôtel des Innes à Berthierville qui fournit les chambres gratuitement aux arbitres et aux cadreurs. Et la fromagerie Victoria qui va nourrir tous nos bénévoles. Wow. Puis je crois que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon aussi fait partie de ça, hein? Oui, oui, oui. C'est notre commanditaire principal. Ils nous aident beaucoup. Ils vont aménager les terrains et ils nous fournissent monétairement en plus. Donc, on est choyé par la ville de Saint-Gabriel. Bien, écoute, ça va être un super beau tournoi, hein? Ça va se passer ici, au boulodrome de Saint-Gabriel-de-Brandon. Oui, au boulodrome intérieur et à l'extérieur aussi, parce qu'on attend à peu près entre 90 et 100 équipes. Il y a même des équipes européennes qui ont l'intention de venir jouer. Déjà, au niveau des inscriptions, on a des très, très gros joueurs canadiens d'inscrits, donc on s'attend à un très, très beau spectacle de pétanque. Pour les amateurs et les non-initiés, venez nous voir. Vous allez voir que la pétanque, c'est du sport. Puis en plus, on a des beaux prix à donner à ces gens-là, hein, je pense. Oui, oui, oui. Il va y avoir une grosse bourse. La bourse cette année, la bourse de départ est de 10 000. On s'attend à redistribuer à peu près entre 14 et 18 000 dollars de bourse aux joueurs. Wow, ça vaut la peine. Puis tu mentionnais justement, Étienne, qu'il allait avoir des champions. Bien, justement, on va aller les voir, on va leur poser quelques questions. Puis rappelle-nous, en terminant, ça se passe quelle date, ça? Le tournoi se passe le 16 et 17 août. Et ça commence le samedi, premier tournoi, et dimanche, deuxième tournoi. Donc, vous êtes tous invités à venir nous voir les professionnels de la pétanque. Bien, le message est lancé. On vous souhaite un beau tournoi. Félicitations, puis amusez-vous. Oui, merci beaucoup. On a toujours du plaisir quand on joue à la pétanque. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer 2 des champions canadiens qui étaient présents lors de cette pratique. Le premier, M. Michel Derlincourt, originaire de France. Il est arrivé au Canada en 2006. J'ai voulu en apprendre davantage sur son parcours et ses réalisations. Je suis en compagnie du champion canadien, M. Jean-Michel Derlincourt. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous êtes né au monde en France, hein? Oui, moi je suis né à Dijon en 1959, voilà. Et j'habitais une petite ville juste à côté de Dijon, à Gevrey-Chambertin, une ville de vin, où j'ai commencé à jouer à la pétanque. Donc, je participe au championnat de Côte d'Or, triplette, qu'on remporte. On est qualifié pour aller au championnat de Bourgogne, c'est-à-dire la région. On la remporte aussi. Et on est qualifié pour aller dans un championnat de France à Cahors. Okay. Donc là, j'ai commencé comme ça, en fait. La vie m'a encore rattrapé. J'ai choisi d'aller immigrer au Canada. Vous êtes arrivé ici en quelle année? En 2006. Donc, j'ai commencé à jouer à la pétanque au Canada. Fait que de fil en aiguille, vous avez continué. J'ai commencé à jouer avec des bons joueurs qu'il y avait ici, parce qu'il y a des bons joueurs au Canada. Et puis voilà, ça s'est enclenché. J'ai continué. Là, j'ai réalisé le rêve de ma vie, c'était de participer à un championnat du monde. Qui était à quel endroit à ce moment-là? Le premier à Madagascar. Okay. Parce qu'en France, c'est pas facile. J'aurais jamais fait un championnat du monde en France, moi. Fait que donc, vous avez continué ça et aujourd'hui, vous êtes champion canadien? J'ai été champion canadien tête-à-tête, c'est l'année dernière, pour aller participer, pour faire le 4e joueur, pour aller à Dijon. Mais tous les ans, il y a des champions. Il y a des championnats triplettes, il y a des championnats doublettes, il y a des championnats tête-à-tête.
Puis le championnat triplette me qualifie pour aller au championnat du monde. Mais vous avez participé au championnat de Dijon. C'était votre dernier championnat? Oui, pour moi, c'était le dernier. J'avais dit, je finis sur Dijon. Bon, j'ai dit que c'était le dernier, mais on ne sait pas, là. Mais au moins, ça faisait une belle boucle. Vous finissiez la boucle parce que vous étiez... Moi, j'arrive, là, je termine la boucle. Je suis parti de là, j'arrive ici. Mais on s'arrête pas là, on continue quand même de jouer. Oui, je ne vais pas arrêter. Non, je vais pas arrêter de jouer parce que c'est pas facile d'arrêter de jouer quand on aime ça. Mais là, on va vous voir quand même au Petit Mondial ici cet été, là. Oui. Est-ce que vous êtes ici en tant qu'invité ou en tant que participant? Non, je vais participer au Mondial. On l'avait gagné. La première édition, c'est nous qui l'avions gagné. OK. Ouais. Et puis, on vient tous les ans avec Étienne. C'est un beau concours à faire. Ouais, c'est vraiment bien. On a hâte de vous voir. Alors, on vous souhaite bonne chance. On vous souhaite de vous amuser. Puis bonne retraite. Eh oui, je vous remercie. Oui. Je m'amuse toujours autant. Merci à vous. Merci. J'en ai profité pour m'entretenir avec la championne canadienne, Mme Sonia Coulombe, qui nous apprend qu'elle a déjà gagné une médaille de bronze en duo avec Michel Derlincourt lors d'un championnat du monde. Une autre championne canadienne, Mme Sonia Coulombe. Bonjour. Bonjour. Madame Coulombe, ça fait-tu longtemps que vous jouez comme ça à la pétanque? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, et là, j'en ai 55. À la veille de mes 55, j'ai eu quelques années de repos, mais oui, ça fait effectivement très longtemps que je joue. Effectivement, vous êtes championne canadienne. Hein? On a gagné le titre à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, en doublette et en triplette. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est en doublette et en triplette? En doublette, c'est qu'on a 2 joueurs avec 3 boules chaque, donc 6 boules. En triplette, c'est qu'on est 3 joueurs avec 2 boules. Donc, il fait la même chose, 6 boules par équipe. Fait que donc, 3 joueurs, exemple, de chaque côté. C'est ça. Mais vous, on vient de parler avec M. Jean-Michel. Vous avez déjà compétitionné avec lui. Vous avez même gagné une médaille dans un championnat du monde. Oui, en Belgique, en 2017. 2017. C'était dans quelle catégorie? C'était le championnat du monde, c'était en mix, un homme, une femme. Par équipe? Par équipe, c'est ça. Et vous aviez remporté quelle médaille? La médaille de bronze. Puis là, cet été, j'imagine qu'on va vous voir au Petit Mondial ici à Saint-Gabriel-de-Brandon? Oui, le samedi. Je joue chez les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu que je joue chez les femmes. Ah non, expliquez-nous ça. Non, la fédération, les femmes se sont plaints. Donc, ils ont fait des catégories. On est 6 femmes seulement qui sont or. Les autres, il y a des argents et des bronzes. Et ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de jouer 3 femmes or ensemble, à moins d'aller jouer chez les hommes argent. Parce que vous aviez trop d'expérience, c'est pour ça? Bien, les femmes trouvent qu'on est trop fort. Oui, bien écoutez, c'est normal quand on est champion, hein? Oui, c'est ça. Bien, on vous souhaite de vous amuser énormément cet été. Parfait, bien merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir de vous revoir. Effectivement. Merci. Vous êtes donc tous attendus au Centre multifonctionnel de Saint-Gabriel-de-Brandon les 16 et 17 août 2025 pour le Petit Mondial de pétanque. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.